Il existe un secret que les manuels d'histoire ne racontent de jamais. L'homme qui a conquis l'Europe, qui faisait trembler les rois et redessinait les cartes, cet homme-là a cherché la mort. Pas une fois, pas deux fois, mais 4 fois sur 4 champs de bataille différents. 8 février 1807. Les plaines glacées d'Eylau sont couvertes de 25 000 corps. Au milieu de ce carnage, Napoléon éperonne son cheval et charge, seul, directement vers les canons russes. Ses maréchaux restent pétrifiés. Les boulets sifflent. Un obus explose à 3 mètres de l'empereur. La neige le recouvre entièrement. Pendant 15 secondes, le destin de l'Europe tient à un fil. Ce jour-là, le maréchal Ney écrira dans son journal intime une phrase qu'on a cachée pendant 85 ans. L'empereur semblait chercher le boulet qui mettrait fin à ses tourments. Parce que la vérité, c'est que Napoléon Bonaparte, le conquérant invincible, voulait mourir en héros plutôt que de vivre sa chute. Mais ce qui s'est passé quand la fumée s'est dissipée va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur le plus grand conquérant de l'histoire. La fumée se dissipe lentement sur la plaine d'Eylau. Dans le silence qui suit l'explosion, les maréchaux de France retiennent leur souffle. La neige retombe doucement, recouvrant le cratère fumant où leur empereur a disparu. Murat, le flamboyant roi de Naples, a les larmes aux yeux. Ney serre les poings si fort que ses gants de cuir craquent. Pendant ces 15 secondes interminables, l'Empire français vient de perdre son créateur. Puis, dans le nuage de poudre et de neige, une silhouette émerge. Le bicorne noir déchiré par les éclats. La redingote grise, maculée de boue et de sang. Napoléon Bonaparte est hors-vivant, mais quelque chose dans ses yeux a changé. Ce n'est plus le regard du conquérant invincible, c'est celui d'un homme qui vient de défier la mort et qui semble déçu d'avoir survécu. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour de février 1807, il faut remonter quelques heures en arrière. La bataille d'Eylau n'est pas une victoire glorieuse comme Austerlitz, c'est un carnage. Depuis l'aube, Français et Russes s'entretuent dans une tempête de neige qui transforme le champ de bataille en enfer blanc. Les hommes tirent à l'aveugle, les chevaux glissent sur la glace mêlée de sang, les blessés gèlent sur place, leurs cris étouffés par le vent. Napoléon observe le massacre depuis une petite butte. Autour de lui, son état-major est silencieux, les pertes sont catastrophiques. La grande armée, cette machine de guerre qui a fait trembler l'Europe, saigne à mort dans la neige prussienne. Le maréchal Augereau vient de perdre son corps d'armée entier, 15 000 hommes engloutis dans la tempête, mitraillés par l'artillerie russe qu'ils n'ont même pas vu venir. C'est alors que l'empereur reçoit un courrier de Paris, une lettre de Joséphine. Les mains de Napoléon tremblent légèrement en brisant le sceau impérial. Son valet de chambre, Constance, témoignera plus tard qu'il n'avait jamais vu l'empereur aussi pâle qu'après la lecture de cette lettre. Le contenu exact reste un mystère, mais les rumeurs de la cour parlent d'infidélité, de fêtes somptueuses aux Tuileries, pendant que l'empereur gèle en Prusse. L'homme qui dirige le destin de millions découvre qu'il ne peut même pas gouverner le cœur de sa propre femme. Le général Rapp s'approche avec de nouvelles catastrophiques. Le centre français cède. Les Russes percent les lignes. Si rien n'est fait dans l'heure qui vient, l'armée française sera coupée en deux. C'est la défaite. Pire, c'est l'anéantissement. Napoléon regarde le champ de bataille. 25 000 morts et blessés jonchent déjà la plaine. Des corps français, russes, prussiens, entremêlés dans une fraternité macabre. Des chevaux éventrés, des canons abandonnés, et la neige qui continue de tomber, implacable, recouvrant les morts d'un linceul immaculé qui devient progressivement rouge. C'est à ce moment précis que quelque chose se brise en lui. Le Péon, génie militaire qui calcule chaque mouvement, qui pèse chaque décision, disparaît soudainement. À sa place surgit un homme épuisé, trahi, écœuré par le spectacle de sa propre création. Car cette boucherie, c'est lui qui l'a orchestrée. Ces hommes qui meurent dans la neige, ce sont les siens, les grognards qui l'ont suivi depuis l'Italie, les conscrits qui ont quitté leur ferme pour la gloire de l'Empire. Sans un mot, Napoléon descend de la butte. Il marche vers son cheval, Vizir, un arabe gris qui l'accompagne depuis les pyramides d'Égypte. Les maréchaux échangent des regards inquiets. L'empereur monte en selle, ajuste son bicorne, et soudain, sans prévenir, il lance son cheval au galop, droit vers les lignes russes. Le maréchal Bessières hurle « Sire, que faites-vous » Mais Napoléon n'entend plus. Il galope dans la neige, seul, sa silhouette grise, se détachant sur le blanc immaculé.
Les boulets russes commencent à siffler autour de lui. Un éclat fauche la queue de son cheval, un autre trouve sa redingote. Il continue. Les soldats français, voyant leur empereur chargé seul, restent peau d'abord paralysés. Puis un cri s'élève. « L'empereur, l'empereur nous mène !» La garde impériale s'ébranle. Les grenadiers à cheval s'élancent pour protéger leur souverain. Murat, avec sa bravoure légendaire, lance toute la cavalerie de réserve. Ce qui devait être un suicide solitaire devient soudain la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. 12 000 cavaliers français déferlent sur les lignes russes. Mais Napoléon reste en avant, toujours seul, toujours en première ligne. C'est là que l'obus russe explose. Le souffle projette l'empereur de son cheval. La neige soulevée par l'explosion forme un nuage opaque. Les secondes s'égrènent. 1, 2, 3, le destin de l'Europe se joue dans ces instants suspendus. Si Napoléon est mort, l'Empire s'effondre. L'Angleterre triomphe, l'Autriche et la Prusse se relèvent. La carte de l'Europe reste figée dans ses vieilles frontières féodales. 15 secondes, et puis, miracle ou malédiction, l'empereur se relève. Quand Napoléon émerge du nuage de neige et de poudre, couvert de boue glacée, ses maréchaux voient dans ses yeux quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. De la déception. Pas la déception de la défaite ou de la bataille mal engagée. Non, la déception profonde, existentielle de celui qui vient de frapper à la porte de la mort et s'est vu refuser l'entrée. Le maréchal Ney écrira cette nuit-là dans son journal personnel un document qui restera caché dans les archives familiales jusqu'en 1892. L'empereur semblait chercher le boulet qui mettrait fin à ses tourments. Quand il s'est relevé de cette explosion qui aurait dû le tuer, j'ai vu sur son visage non pas du soulagement mais une tristesse infinie. Comme si le destin venait de lui jouer le plus cruel des tours. Cette charge folle à Eylau transforme pourtant le désastre en victoire incertaine. Les Russes, stupéfaits par l'audace de cette charge massive, reculent. Le soir tombe. Les deux armées, épuisées, exsangues, se retirent. Techniquement, Napoléon reste maître du terrain. Mais à quel prix ? 25 000 morts pour quelques kilomètres de neige sanglante. Cette nuit-là, dans sa tente glaciale, l'empereur ne dort pas. Il parcourt le champ de bataille, seul comptant ses morts. Les témoins racontent qu'il s'arrête devant chaque corps français, murmurant parfois un nom, une origine, un fait d'armes. Le conquérant de l'Europe pleure ses soldats dans la nuit prussienne. C'est un secret bien gardé de l'histoire. Napoléon Bonaparte, le génie militaire, l'homme de marbre, pleurait souvent ses hommes. Mais Eylau n'est pas la première fois que Napoléon défie la mort avec cette étrange détermination suicidaire. Pour comprendre cette fascination morbide, il faut remonter 11 ans plus tôt sur un pont étroit du nord de l'Italie. Arcole, 17 novembre 1796, le jeune général Bonaparte n'a que 27 ans, mais il commande déjà l'armée d'Italie. Face à lui, les Autrichiens tiennent le pont d'Arcole, position stratégique cruciale. 3 assauts des Français ont été repoussés, les corps s'amoncellent sur le pont étroit, transformé en charnier. Les soldats, épuisés, refusent d'avancer. C'est un moment de bascule. Si l'armée française recule ici, la campagne d'Italie est perdue. Le jeune Bonaparte redevient un général obscur, promis à l'oubli. C'est alors que Bonaparte fait quelque chose d'inouï. Il saisit le drapeau tricolore des mains du porte-étendard. Il marche jusqu'au pont, se retourne vers ses hommes et lance ces mots restés dans l'histoire. « Soldats, n'êtes-vous plus les braves d'Arcole ?» Puis, sans attendre de réponse, il s'élance sur le pont, seul, le drapeau tricolore flottant au-dessus de sa tête. Les Autrichiens, stupéfaits, concentrent leur feu sur cette silhouette solitaire. Les balles sifflent, le bois du pont éclate sous les impacts. C'est alors que Jean-Baptiste Muiron, aide de camp et ami personnel de Bonaparte, comprend ce qui va se passer. Dans une fraction de seconde, il prend la décision qui changera l'histoire. Il se jette devant son général. La balle qui devait tuer Bonaparte traverse le cœur de Muiron. Le sacrifice de Muiron galvanise les troupes françaises. Dans un élan irrésistible, elle s'élance sur le pont, balayant les Autrichiens. Mais dans la mêlée, Bonaparte tombe du pont. Il chute dans les marais en contrebas, alourdi par son uniforme trempé, et commence à s'enfoncer dans la vase. C'est Louis Bonaparte, son propre frère, lieutenant dans l'armée, qui plonge et le tire de la boue mortelle. Cette nuit-là, Bonaparte écrit à Joséphine une lettre bouleversante. « J'ai cru ma dernière heure arriver. Dans ce moment, dans cette certitude de la mort, j'ai pensé à toi seul. Mourir n'était pas désagréable, c'était comme s'endormir avec ton nom sur les lèvres.
Le rapport autrichien du colonel Mitrowski offre une perspective différente. Le général français semblait possédé. Il marchait vers nos balles comme on marche vers un ami. Ce n'était pas du courage, c'était quelque chose de plus troublant, comme s'il cherchait notre feu plutôt que de l'éviter. Cette recherche de la mort héroïque devient une constante dans la vie de Napoléon. Elle atteint son paroxysme lors de la catastrophe de 1812, pendant la terrible retraite de Russie. La Grande Armée, cette force de 600 000 hommes qui avait franchi le Niémen 6 mois plus tôt, n'est plus qu'un troupeau de spectres gelés poursuivis par les Cosaques et le général Hiver. Le 28 novembre 1812, à la Bérésina, c'est l'apocalypse. Les ponts improvisés sur la rivière gelée craquent sous le poids des fuyards. Les Russes bombardent sans relâche. Les hommes, les femmes, les enfants qui suivaient l'armée se noient dans l'eau glacée. C'est l'image même de l'enfer de Dante, transposée dans les plaines russes. Au milieu de ce chaos, Napoléon prend une décision symbolique terrible. Plutôt que de laisser les aigles impériaux, ces étendards sacrés de l'Empire, tomber aux mains des Russes, il ordonne de les brûler. Mais ce n'est pas un subalterne qu'il charge de cette tâche. C'est lui-même qui saisit une torche et approche du brasier où brûlent déjà les drapeaux de 20 régiments anéantis. Les témoins racontent la scène avec effroi. L'empereur, le visage illuminé par les flammes, jette lui-même les aigles dorés dans le feu. Soudain, un boulet russe frappe le brasier. L'explosion projette des tisons enflammés dans toutes les directions. La redingote de Napoléon prend feu. Le maréchal Mortier se précipite, arrache la redingote enflammée à main nue, brûlant gravement ses paumes pour sauver son empereur. Le dialogue qui suit entre Napoléon et Mortier, reconstitué d'après les mémoires de Caulaincourt, qui se trouvait à quelques mètres, révèle l'état d'esprit de l'empereur en ces heures sombres. Mortier, les mains brûlées, soutient Napoléon encore sonné par l'explosion. L'empereur murmure « Laissez-moi Mortier ». Un empereur ne survit pas à son armée. Mortier, ce vieux soldat qui a tout vu, répond avec une fermeté paternelle « Sire, la France a besoin de Napoléon vivant, pas d'un martyr de plus ». Cette phrase frappe Napoléon comme une gifle. Un martyr, voilà ce qu'il cherche à devenir. Mais Mortier a raison. Mourir ici, dans la boue glacée de la Bérésina, ce n'est pas la mort glorieuse d'Alexandre ou de César. C'est la fin pitoyable d'une ambition démesurée. Cette nuit-là, dans la cabane de paysans qui lui sert de quartier général, Napoléon dicte une lettre à Marie-Louise qu'il n'enverra jamais. Le secrétaire qui l'a transcrit, Meneval, en gardera une copie secrète. « Ma bonne Louise, si je meurs dans cette retraite maudite, dis à notre fils que j'ai tout fait pour éviter ce désastre. Dis-lui que la gloire est un poison qui finit par consumer celui qui la recherche. Dis-lui surtout de ne jamais chercher à venger son père. L'Europe a assez saigné. » Le docteur Larrey, chirurgien en chef de la Grande Armée, note dans son journal médical « L'empereur a vieilli de 10 ans en 3 jours. Ses cheveux, encore noirs à Moscou, sont striés de blanc. Il ne mange plus, il ne dort plus. Il passe ses nuits à répéter les noms des régiments perdus comme une litanie funèbre. Mais le destin refuse encore à Napoléon la mort qu'il semble chercher. Il survit à la Bérésina, il survit à la retraite. Sur les 600 000 hommes partis conquérir la Russie, moins de 30 000 repassent le Niémen. L'Empire ne s'en remettra jamais. Et Napoléon le sait. Pourtant, l'homme qui a défié la mort à Arcole, Eylau et la Bérésina va avoir une dernière occasion de mourir en empereur. Waterloo, 18 juin 1815. La dernière bataille. Le dernier acte du drame napoléonien. Il est 19h, la bataille est perdue. Les Prussiens de Blücher arrivent en masse sur le flanc droit français. Wellington tient bon sur la crête. La garde impériale, cette élite des élites, ces vétérans qui n'ont jamais reculé, vient d'être repoussée. L'impensable s'est produit. La garde recule, c'est la panique. La garde recule, sauf qui peut. Le cri se propage dans les rangs français comme une traînée de poudre. L'armée se désagrège. Les soldats fuient. Les officiers tentent vainement de rallier leurs hommes. C'est la débâcle totale. Au milieu de ce chaos, Napoléon reste immobile sur son cheval. Il regarde ses aigles s'effondrer une dernière fois. Puis s'élit dans un geste qui stupéfie son état-major, il éperonne son cheval et se dirige vers le dernier carré de la vieille garde, ces irréductibles qui résistent encore, formés en carré, baïonnettes dressées contre la cavalerie anglaise. L'empereur se place devant eux. Il dégaine son épée. Et il crie, d'une voix qui porte malgré le fracas de la bataille « Mes amis, mes vieux compagnons, mourons ensemble, mourons pour la France !»
Il s'apprête à charger, seul, vers les lignes anglaises. C'est alors que le général Cambronne, celui-là même qui passera à la postérité pour son merde légendaire, saisit la bride du cheval impérial. Avec une familiarité qu'il n'aurait jamais osé en d'autres circonstances, il lance à l'empereur « Sire, vous nous déshonorez. Un empereur ne meurt pas comme un simple soldat. » Le maréchal Soult, ancien ennemi rallié, barre physiquement la route à Napoléon. Les boulets anglais continuent de pleuvoir. Un éclat déchire le bicorne légendaire de l'empereur, y laissant un trou béant. Un autre tue net le cheval du général Drouot à moins de 2 mètres. Mais les derniers fidèles forment un rempart humain autour de leur empereur, l'empêchant de se jeter dans la mort qui l'appelle. Un document extraordinaire, découvert dans les archives de Wellington en 1824, révèle un aspect méconnu de cette scène. Un ordre du duc de Wellington lui-même, transmis à ses artilleurs, si Bonaparte charge personnellement, ne tirez pas directement sur lui. Sa mort ferait de lui un martyr éternel, visé autour mais pas lui. Wellington, enfin politique, savait qu'un Napoléon mort à Waterloo deviendrait une légende indestructible. Un Napoléon vaincu et exilé ne serait qu'un homme. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau les derniers instants de la bataille, les boulets qui pleuvent autour de l'empereur sans jamais l'atteindre, les charges de cavalerie anglaise qui semblent l'éviter. Était-ce le hasard, la providence, ou la volonté calculée de Wellington de refuser à Napoléon la mort héroïque qu'il recherchait? Le soir de Waterloo, dans l'auberge de Genappe, où il s'arrête dans sa fuite, Napoléon confie à Marchand de son fidèle valet « 4 fois, Marchand. 4 fois j'ai cherché une fin digne de ma légende, 4 fois elle m'a été refusée. Les dieux sont cruels, ils me condamnent à survivre à ma gloire. » Le paradoxe est terrible. L'homme qui a envoyé des centaines de milliers d'hommes à la mort ne peut pas mourir lui-même. Celui qui a redessiné l'Europe dans le sang ne peut verser le sien. C'est comme si le destin, dans son ironie cruelle, le condamnait à la pire des punitions. Vivre assez longtemps pour voir tout ce qu'il a construit s'écrouler. Les historiens modernes, en analysant ces 4 tentatives de mort héroïques, découvrent un pattern psychologique fascinant. Le professeur Jean Tullard, le plus grand spécialiste français de Napoléon, l'exprime ainsi. Napoléon ne cherchait pas vraiment la mort, il cherchait l'immortalité. Mourir au sommet de sa gloire, c'était devenir éternel. Survivre à sa chute, c'était redevenir mortel. Cette analyse est confirmée par les lettres intimes de l'empereur, notamment celle à Joséphine, qui révèle un homme profondément tourmenté. Dans une missive datée de 1807, juste après Eylau, il écrit « Je suis las de la grandeur. Toutes mes victoires ne valent pas une heure de bonheur domestique. Je conquiers des royaumes, mais je ne peux conquérir la paix de l'âme. » Le témoignage de Constant, son valet de chambre pendant 14 ans, offre un éclairage unique sur l'homme derrière le mythe. L'empereur pleurait souvent la nuit. Je l'entendais appeler les noms des soldats morts. Parfois Muiron, son aide de camp tué à Arcole. Parfois Lannes mort à Essling. Parfois des noms que je ne connaissais pas, de simples soldats sans doute. Ils portaient leur mort comme Atlas porte le monde. Cette culpabilité du survivant, ce poids des morts, explique peut-être cette recherche obsessionnelle d'une fin glorieuse. Mourir au combat, c'était rejoindre ceux qui l'avaient envoyé à la mort. C'était payer sa dette de sang. C'était aussi échapper à la solitude absolue du pouvoir absolu, car Napoléon était profondément seul. Les trahisons successives de ses proches l'avaient isolé dans une forteresse mentale impénétrable. Joséphine le trompait. Ses frères complotaient contre lui. Talleyrand, son ministre des Affaires étrangères, négociait déjà avec ses ennemis. Fouché, son ministre de la police, préparait l'après-Napoléon. Même Bernadotte, son ancien compagnon d'armes, était devenu prince héritier de Suède et se retournait contre lui. Dans ce contexte, la mort au combat prenait une dimension presque romantique. C'était la seule amie fidèle, la seule certitude dans un monde de trahison. Le comte de Las Cases, qui accompagnera Napoléon à Sainte-Hélène, rapporte cette confidence extraordinaire. « J'ai tout eu, tout fait, tout été. Il ne me manquait qu'une belle mort. Le destin me l'a refusé par 4 fois. C'est ma vraie défaite. » Mais le destin avait pour Napoléon une punition plus raffinée que la mort. Sainte-Hélène, cette île perdue au milieu de l'Atlantique Sud, à 2000 km de toute terre habitée. Un rocher volcanique battu par les vents, où l'Angleterre va enfermer l'homme qui a fait trembler l'Europe. Le contraste est saisissant,
L'homme qui commandait à des millions, qui dormait dans les palais des rois vaincus, qui redessinait les frontières à sa guise, se retrouve dans une maison humide, surveillé jour et nuit par des geôliers anglais mesquins. Hudson Lowe, le gouverneur de l'île, prend un plaisir pervers à humilier son prisonnier illustre. Il réduit sa domesticité, rationne sa nourriture, censure son courrier. Napoléon aurait pu mourir en héros à Arcole, Eylau, la Bérésina ou Waterloo. Au lieu de cela, il va mourir lentement pendant 6 ans, rongé par l'ennui, plus sûrement que par le cancer de l'estomac qui l'emportera finalement. Certains historiens parlent même d'empoisonnement à l'arsenic, mais au fond, peu importe. Napoléon était déjà mort le jour où il a posé le pied sur Sainte-Hélène. Les témoignages de ses dernières années sont poignants. Il passe ses journées à dicter ses mémoires, réécrivant l'histoire, justifiant ses actes, construisant sa légende. Le soir, il joue aux échecs avec le grand maréchal Bertrand, l'un des derniers fidèles. Parfois, il s'arrête au milieu d'une partie et murmure « À Eylau, j'aurais dû… » et puis il se tait. Le docteur Antomarchi, son médecin à Sainte-Hélène, raconte une scène bouleversante. Un soir de 1820, Napoléon se tient devant la fenêtre, regardant l'océan infini. Il dit soudain « Docteur, savez-vous ce qui est pire que la mort? C'est de survivre à soi-même. Je suis mort à Waterloo, ce qui est ici n'est qu'un fantôme. » Cette mort lente, cette agonie de 6 ans, c'est peut-être la vraie tragédie napoléonienne. Non pas la chute de l'Empire, non pas la défaite militaire, mais cette survie forcée, cette condamnation à vieillir dans l'oubli. L'homme qui voulait mourir en Alexandre est mort en Prométhée, enchaîné à son rocher, dévoré non par un aigle mais par ses souvenirs. Les derniers mois sont terribles, le cancer progresse, les douleurs sont atroces. Napoléon délire souvent, il revit ses batailles, appelle ses maréchaux morts, ordonne des charges imaginaires. Le 5 mai 1821, dans son délire final, il prononce des mots hachés que les témoins peinent à comprendre. Marchand croit entendre « tête armée ». Montholon entend « France, mon fils ». Mais le général Bertrand, qui connaissait Napoléon depuis l'Italie, jure avoir entendu autre chose. Un nom, Muiron, le nom de l'aide de camp qui avait pris la balle à sa place à Arcole 25 ans plus tôt. Comme si, au moment de mourir enfin, Napoléon murmurait le nom de celui qui lui avait volé sa première mort héroïque. Il est 17h49 ce 5 mai 1821. Le soleil se couche sur Sainte-Hélène. Dans la petite chambre de Longwood House, Napoléon Bonaparte rend son dernier souffle. Il a 51 ans. L'homme qui a fait trembler l'Europe meurt dans un lit, loin de tout champ de bataille, sans gloire ni fracas. Exactement comme il ne l'avait pas voulu. L'ironie du destin est complète. 4 fois, il a cherché la mort héroïque. 4 fois, elle lui a été refusée. Et maintenant qu'il ne la cherche plus, qu'il s'accroche même à la vie avec l'énergie du désespoir, elle vient le prendre. Pas en empereur, pas en héros, mais en homme ordinaire vaincu par la maladie et l'exil. Pourtant, cette mort banale va accomplir ce que la mort héroïque n'aurait peut-être pas réussi, transformer Napoléon en mythe éternel. Car s'il était mort à Eylau, dans cette charge folle de février 1807, que serait-il advenu? L'Empire, privé de son créateur, se serait probablement effondré. Son frère Joseph ou Louis auraient tenté de prendre la succession. Mais sans le génie napoléonien, l'édifice se serait écroulé. L'Europe serait revenue à ses monarchies, ses vieilles frontières, ses vieilles habitudes. Napoléon mort à Eylau serait resté dans l'histoire comme un météore brillant, mais bref. Un Alexandre français, certes, mais un Alexandre inachevé. Il n'aurait pas eu le temps d'établir le code civil, de moderniser l'administration, de créer les lycées, de transformer profondément la société française et européenne. Il serait resté un général génial, pas le bâtisseur d'un monde nouveau. S'il était mort à la Bérésina, dans les flammes et la glace de la retraite de Russie, il serait entré dans la légende, comme le conquérant vaincu par l'hubris. Une figure tragique, certainement, mais une figure d'échec. L'homme qui a voulu conquérir le monde et qui s'est brisé sur l'immensité russe. Une leçon de modération pour les générations futures, pas un modèle d'ambition. Et Waterloo? Mourir à Waterloo aurait fait de lui un martyr, c'est vrai. Wellington l'avait compris, mais un martyr de quoi? De la guerre perpétuelle, de l'ambition sans limite? L'Europe, épuisée par 20 ans de guerre napoléonienne, n'était pas prête à sanctifier celui qui l'avait mis à feu et à sang. Non, paradoxalement, c'est cette survie forcée, cette lente agonie sur un rocher perdu qui va transformer Napoléon
en figure mythique, car à Sainte-Hélène, il a le temps de dicter ses mémoires, de réécrire l'histoire, de construire sa légende, le temps de se présenter non comme un conquérant assoiffé de pouvoir, mais comme le champion des peuples contre les rois, le défenseur de la révolution contre la réaction, le bâtisseur contre les destructeurs. Le mémorial de Sainte-Hélène, dicté à Las Cases, devient la Bible du bonapartisme. Napoléon s'y présente comme il aurait voulu être, un libérateur incompris, un visionnaire trahi, un Prométhée moderne puni pour avoir voulu apporter la lumière au peuple. C'est faux, bien sûr, ou du moins c'est une vérité très arrangée. Mais c'est puissant, c'est romantique. C'est exactement ce que l'Europe post-napoléonienne, engoncée dans la réaction conservatrice, a besoin d'entendre. Victor Hugo, le plus grand poète français du XIXe siècle, l'a parfaitement compris. Dans son poème « L'expiation » d'Andy l'écrit « Waterloo, 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 morne, pleine ». Mais ce n'est pas la défaite qu'il pleure, c'est la grandeur perdue, c'est l'aigle abattu, c'est David vaincu par Goliath. Hugo transforme Napoléon en héros romantique, en titan foudroyé par les dieux jaloux. Cette transformation posthume est spectaculaire. L'homme qui était l'ogre corse pour ses ennemis, le tyran pour les monarchistes, devient progressivement le petit caporal dans la mémoire populaire, le génie incompris, le self-made man ultime qui, parti de rien, a conquis le monde. Les anciens grognards, rentrés dans leur village, racontent leur campagne. La légende dorée se construit, bataille après bataille, victoire après victoire. On oublie les morts, les souffrances, les échecs. On ne retient que la gloire. Même ces tentatives de suicide héroïques sont réinterprétées. Elles ne sont plus vues comme les gestes désespérés d'un homme au bout du rouleau, mais comme les preuves ultimes de son courage. Voilà un homme qui n'avait pas peur de mourir, qui menait ses hommes par l'exemple, qui partageait leurs dangers. Dans une Europe où les rois et les généraux commandent depuis l'arrière, cette bravoure personnelle fascine. Les historiens militaires analysent aujourd'hui ces charges suicidaires avec un regard plus froid. Le général américain Patton, lui-même réputé pour sa bravoure, écrira « Napoléon cherchant la mort à Eylau n'était pas un acte de courage mais de désespoir. Un vrai chef ne cherche pas à mourir avec ses hommes, il cherche à les faire vivre et vaincre. » Mais cette analyse rationnelle ne touche pas le cœur du mystère napoléonien, car au-delà de la stratégie militaire, au-delà de la politique et de l'histoire, il y a l'homme, un homme complexe, contradictoire, torturé, un génie capable de concevoir des batailles parfaites comme Austerlitz, et de se jeter tête baissée dans des désastres comme la Russie. Un administrateur brillant qui a modernisé la France et un mégalomane qui a sacrifié une génération entière à son ambition. Les psychiatres modernes diagnostiqueraient probablement chez Napoléon un trouble bipolaire, oscillant entre des phases maniaques de conquête et des phases dépressives de recherche de mort. Mais ces étiquettes cliniques ne capturent pas l'essence de l'homme. Napoléon était un produit unique de son époque. La Révolution française qui brisait toutes les barrières, l'Europe des Lumières qui croyait tout possible, le romantisme naissant qui glorifiait les passions extrêmes. Aujourd'hui, 200 ans après sa mort, Napoléon reste l'une des figures les plus fascinantes de l'histoire. Plus de livres ont été écrits sur lui que de jours se sont écoulés depuis sa mort. Chaque année, des milliers de touristes visitent son tombeau aux Invalides. La silhouette aux bicornes est immédiatement reconnaissable dans le monde entier. Mais que retenir de ces 4 rendez-vous manqués avec la mort? Peut-être simplement ceci. Les grands hommes ne choisissent pas leur fin. Le destin a ses propres plans, sa propre ironie. Napoléon voulait mourir en Alexandre, en César, en héros homériques. Il est mort en homme, seul, vaincu, oublié. Mais c'est précisément cette humanité, cette fragilité finale qui le rend éternel, car nous nous reconnaissons tous dans cet échec ultime. Nous aussi nous rêvons de gloire et nous nous retrouvons face à nos limites. Nous aussi nous voulons contrôler notre destin et nous découvrons notre impuissance. Nous aussi nous cherchons l'immortalité et nous trouvons la mort banale, ordinaire, inévitable. Napoléon sur son rocher de Sainte-Hélène, c'est Sisyphe conscient de l'absurdité de son rocher. C'est Prométhée sachant que l'aigle reviendra demain. C'est chacun de nous face à sa propre finitude. Et c'est pour cela qu'il nous fascine encore. Non pas le conquérant invincible, mais l'homme vaincu. Non pas le demi-dieu des champs de bataille, mais le mortel face à sa mort. Les derniers mots de Napoléon restent un mystère. Tête d'armée, France, mon fils,
Joséphine, Muiron, peu importe au fond. Ce qui compte, c'est ce silence final, cette absence de dernière phrase héroïque, de dernière proclamation grandiose. Napoléon meurt comme il n'a pas vécu, simplement, humainement, silencieusement. Et c'est peut-être là sa vraie grandeur. Non pas d'avoir conquis l'Europe, mais d'avoir accepté finalement d'être un homme. Non pas d'être mort en héros à Eylau, mais d'avoir survécu pour nous léguer cette leçon ultime. Même les plus grands parmi nous ne sont que poussière. Même les aigles doivent un jour replier leurs ailes. Même les empereurs redeviennent terre. Voilà l'histoire interdite des jours où Napoléon a failli mourir. Une histoire de gloire et de désespoir, de grandeur et de fragilité, d'ambition et d'échec. L'histoire, au fond, de la condition humaine elle-même, incarnée dans un homme qui a voulu être Dieu et qui a découvert trop tard qu'il n'était qu'un homme. Mais quel homme!